Miloche, par Ovide Blondel, lu par l'auteur. Je m'appelle Miloche, je suis sculpteur sur marbre. Je fais des formes ovales aux reliefs adoucis, aux ondulations tranquilles. Mes amis me disent qu'elles ressemblent à des nuages. J'aime travailler mes marbres jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement polis. J'habite une petite maison, entourée d'un jardin. J'ai 84 vélos, parce que je vais vivre jusqu'à 84 ans. Je les entrepose dans la grange à côté de la maison. Mes bicyclettes sont anciennes, parfois rouillées, toujours hors du temps. J'aime leurs formes et leurs défauts. Je les trouve très belles, sans exception. Elles ne sont pas tout à fait du goût de Lolek et d'Anka qui me charrient en assurant que mes vélos, au moins, on ne risque pas de me les voler. D'après eux, je serais nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue. Je dois avouer qu'il y a un fond de vérité dans leur dire. J'ai réfléchi à la question pour en conclure qu'il doit s'agir d'un mécanisme psychologique auquel j'ai trouvé 1000 raisons cohérentes, autant d'interprétations merveilleuses de sagacité, et que j'appelle, pour simplifier, ma nature. À la vue des gens de mon siècle, je me sens oppressé, comme agressé par le simple fait de leur présence. Je ne suis jamais parvenu à trouver ma place dans ce monde, une question d'époque sûrement. En regardant les photographies noir et blanc, j'éprouve un bonheur diffus, rassurant, et je crois que mes vélos de notre âge m'aident à me transporter dans le passé. Inconfortablement assis sur mes selles de cuir, j'ai l'impression d'être un élément du décor des anciennes cartes postales au dos desquelles on écrivait à l'encre violette. Pourtant, quand je prends le temps d'y songer, je sais que si j'avais vécu à l'époque de ces photos, j'aurais sûrement été malheureux de n'avoir pas connu les paysages et les gens d'avant, ceux des premiers daguerréotypes. J'aurais alors, peut-être, collectionné les draisiennes. Lolek et Danka me suggèrent souvent d'arrêter de vivre dans le passé. Je les entends, mais j'ignore comment faire. Voir les gens de mon siècle, ça me tue. Je possède déjà les clés de ma maison, de ma grange, des antivols de mes vélos. Cela commence à faire beaucoup. Je n'ai plus la place sur mon présentoir en bois avec des crochets, celui d'à côté de la porte, pour suspendre la clé qui m'ouvrirait un peu plus sur mes contemporains. On dit bien qu'il faut de tout pour faire un monde, non? Alors admettons que je fais partie de ce tout à ma manière. Et puis, je ne trouble pas l'ordre public, je ne vis pas au crochet de la société, je reste dans mon coin, dans ma tête, dans ma modeste maison, un peu jaunie peut-être. Il me semble même que je ne fais de tort à personne. Mais je me disperse, c'est mon défaut. Revenons au tableau des lieux que j'habite. Ma maison. Avant toute chose, je voudrais m'attaquer à une description très précise de ma maison. Elle se compose d'une cuisine, d'un salon et de 2 chambres. Une pour moi, une autre parce qu'elle a toujours été là. À côté de ma chambre se trouve une salle d'eau avec une baignoire, un lavabo, un cabinet de toilette. J'ai l'électricité et l'eau courante, le gaz à tous les étages. D'ailleurs, ma maison est de plein pied, comme ils disent dans les annonces. J'ai déjà parlé de ma grange. Grande, remplie de vélos, elle est accolée à mon habitation. Mon terrain mesure environ 15 mètres sur 20 sur le devant de la maison, qu'il contourne en adoptant la forme de 2 allées étroites, pour se terminer par une langue de terre d'environ 3 mètres sur 15 à l'arrière. J'ai aménagé le grand lopin en jardin potager qu'une allée de pierre plate divise en 2, courant du portail jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai construite moi-même, pour pouvoir partir à vélo et revenir sans écraser mes courgettes innocentes, ni rentrer de la terre dans la maison, car je considère le balayage comme une perte de temps considérable. Bien que j'habite à l'écart de la ville, j'ai tout de même des voisins. Je les connais peu, grâce à mes refus répétés aux invitations qu'ils m'ont lancées pour des apéritifs, des barbecues et tout ce genre de choses à caractère social. De mon côté, je ne les ai jamais conviés à quoi que ce soit. On est presque tous condamnés à avoir des voisins car la terre est très peuplée. Mais on n'est heureusement pas tenu d'entretenir des relations très poussées avec eux. Il n'y a par bonheur encore aucune loi qui oblige à cela. Je les salue de la main quand je les croise, je reste courtois avec eux, je les appelle voisins ou voisines sans chercher à connaître leur prénom pour ne pas m'exposer aux détails affectifs. L'un d'eux est d'un naturel très bavard. Aussi, dans ses primitives tentatives de rapprochement,
Je me suis toujours éclipsé pendant nos conversations qui prenaient de toute façon, que je sois présent ou non, la forme de monologue. Malgré ma discrétion, j'ai la nette impression qu'il a fini par comprendre mon manque d'intérêt pour son babil. Il répond maintenant à mes saluts de loin, d'un petit signe de main estompé, sans me jeter un regard. Ce n'est pas plus mal. Les rares voisins ayant résisté à mon peu de mondanité se sont pour la plupart départis de leur affabilité naturelle et tenace le jour où j'ai aménagé un petit enclos rectangulaire derrière la maison afin d'y héberger des poules et un coq. Les poules passent encore, mais le coq leur pose un gros problème. Je me serais moi aussi passé de lui, car, comme ses compatriotes, il chante dès le lever du soleil, et d'ailleurs aussi souvent que cela lui plaît, tout au long de la journée. Quand je rentre au milieu de la nuit, pour diverses raisons que j'exposerai plus tard, je voudrais qu'il m'accompagne dans ma grasse matinée, mais croyez-moi ou non, je n'ai trouvé aucun moyen de le raisonner. Il chante invariablement dès les premières lueurs de l'aube, de toute la puissance de son gosier. Très souvent, cependant, je parviens à me rendormir. Quand le tapage vient de chez soi, en effet, on l'accepte plus facilement. De temps à autre, je me demande si j'ai pris un coq pour moi ou pour les voisins, l'esprit empruntant parfois des chemins tortueux pour ne pas se faire remarquer. La ville. La ville se trouve à quelques kilomètres de chez moi. Il s'agit d'un ensemble de maisons, pour la plupart assez anciennes, parfois jolies, disposées selon un plan en cercle, dont le rôle du centre est tenu par un grand bâtiment, très haut, construit en pierre de taille il y a quelques centaines d'années, en l'honneur de celui qui aurait créé le monde, la nature, les animaux et les hommes. Nous appellerons ce lieu la bâtisse, avec une majuscule d'importance, car il faut bien nommer les choses pour clarifier, dès le début, le récit. On dit que l'intérieur est très beau, mais je n'y suis jamais rentré puisque je ne parcours la ville qu'à la nuit tombée, à l'heure où le bâtiment est fermé. Un soir tard, cependant, j'ai assisté à un spectacle sensationnel. Pour une sombre raison, la bâtisse était habitée. La lumière brûlant à l'intérieur projetait une lueur merveilleuse sur les vitraux. Je suis resté de longues minutes en pâmoison devant ce sublime tableau, au son de l'orgue et des chants qui résonnaient entre les murs épais. Je me suis approché si près que je pouvais sentir l'odeur de l'encens que l'on brûlait pour quelque célébration mystérieuse. J'ai failli envisager d'entrer. Autour de la bâtisse se trouvent des arbres, des maisons anciennes entassées les unes sur les autres, un boulodrome tout en long, quelques magasins dont des boulangeries, une boucherie, une dizaine de bars, autant de restaurants, une librairie, une supérette, quelques salons de coiffure, et d'autres boutiques dont les gens ne peuvent se passer. Plus on s'éloigne du centre, plus on trouve des maisons neuves avec des habitants neufs. Puis un peu de campagne, puis quelques propriétés, puis encore de la campagne, puis ma maison. Située à côté d'habitations récentes dans ce qu'on appelle un hameau ou quelque chose du genre, elle a été construite il y a plus de 100 ans. Elle devait alors se trouver toute seule, perdue en pleine campagne, mais ça, c'est du passé. À l'intérieur de la ville, non loin de la bâtisse, se trouve le magasin de cycle La Roue qui file, tenu par Aimé. Aimé a passé l'âge de la retraite, sa boutique aussi, ça ne le dérange pas. Passionné de vélo comme il continue à ouvrir son commerce pour son plaisir. Les vélocipédistes du coin lui confient quelques réparations dont il s'occupe quand ça lui chante. C'est un de mes rares copains, à moins que ce ne soit un ami. Je dois avouer que je n'ai jamais saisi la différence entre les deux termes, vu que je n'entretiens pas de rapport avec une foule considérable de gens. Je sais par les romans que certaines personnes ne peuvent pas supporter les bienfaits de la vie comme le silence, la solitude ou le vide, et qu'elles s'entourent en permanence de connaissances, hommes et femmes, avec qui elles discutent, mangent, partent en vacances, font du sport, vont au cinéma, chantent, jouent au théâtre, voguent en mer, travaillent, se disputent, se baladent à moto ou à pied ou à vélo, jouent de la musique, prient, construisent des maisons, font la guerre ou l'amour, dirigent un pays, enfin, tout ce genre de choses que l'on peut faire à plusieurs. Je n'ai jamais ressenti ce besoin-là. J'ai même, à dire vrai, du mal à en saisir l'utilité. Je suis plutôt porté vers l'isolement et le calme. Puisqu'il faut, encore une fois, nommer les choses pour éclaircir les descriptions,
Nous dirons que j'ai quelques amis et qu'Aimé en est un. Il aime répéter que je suis spécial, ce qui le fait ressembler à un hôpital se foutant de la charité. Chez Aimé. Aimé ouvre son magasin spécialement pour moi, toutes les troisièmes nuits de la semaine. Je peux alors venir chercher les pièces dont j'ai besoin, comme des câbles de frein, des gaines, des rustines, des chambres à air, des pneus, des chaînes, des dérailleurs, des pédales, des poignées de guidon ou autres. Je lui échange les pièces qui manquent à mes vélos contre des légumes, des œufs ou des fruits quand j'en ai. Ainsi, un câble de frein peut coûter 3 courgettes ou un sourire. En hiver, quand il en a assez que je lui amène des pommes de terre, je lui donne un coup de main à l'atelier pour réparer les vélos qu'il n'a pas le temps de finir. Il m'apprend de petites choses. On discute un peu aussi, ou beaucoup. Dans un coin de son atelier, Aimé fait épicerie. Elle n'est là que pour moi parce qu'il aime me rendre service. Derrière un rideau, il a entreposé sur des étagères en bois des boîtes de conserve, de la farine, et tout ce que je ne peux pas faire pousser dans mon jardin, ou que mes poules ne peuvent pas pondre. Au-dessous de chaque article, il a noté sur un écriteau, pour la forme, le prix des aliments dans les devises suivantes: fruits, légumes ou heures d'atelier. Le cours est extrêmement variable. Aimé règne en maître sur sa city. Gare à celui qui oserait lui disputer sa place. Tout en haut de l'étagère, il s'est amusé à dessiner sur un panneau de bois de jolies lettres qui forment l'enseigne suivante: l'épicerie à Miloche. Je lui ai fait gentiment remarquer qu'on disait l'épicerie de Miloche. Quoi? M'a-t-il répondu. Tu insinues que je cause pas bien français? Le A, c'est par respect pour mes racines populaires. De toute façon, je suis chez moi et je fais comme je veux. Aimé fait parfois trembler les murs de sa grosse voix. Il adore jouer la comédie. Entre autres gentillesses, il ne me fait pas toujours payer. Pas parce que je ne peux pas. Si je suis dans l'impossibilité de lui donner assez de légumes ou s'il n'a pas assez de travail à me confier à l'atelier, je fais comme si aucun de mes vélos n'avait de problème et comme si je n'étais à court de rien. Mais parce que ça lui fait plaisir. Il me dit « Tournée du patron ». Puis il me donne mes courses du jour, bien que je refuse et qu'il insiste et que je refuse et que finalement je reparte avec tout, pour rien. Parfois, pour lui exprimer ma gratitude, pour lui signifier aussi que je l'aime bien, tout simplement, je lui offre une forme en marbre poli. Il me dit « Encore un nuage, hein ?» en le plaçant dans sa vitrine. Je n'ai jamais bien compris si ça lui plaisait. En tout cas, je sais qu'il apprécie mon geste. La preuve, il passe régulièrement le plumeau sur mes formes, ce qui, chez Aimé, est une chose remarquable. Ces vélos, en effet, couverts d'une épaisse poussière, arborent des roues aux rayons décorativement parcourus de toiles d'araignée. Mon ami ne dérange jamais ces bestioles. Elles présentent en effet l'avantage d'attraper mouches et moustiques dans leurs filets, précise-t-il à ceux qui lui en font la remarque. Mes marbres, exempts de toute impureté au milieu de cet amoncellement animal où les acariens, en liberté totale, jouent à saute-mouton, brillent en opposition d'un éclat incomparable. Le lieu étrange. Parfois, quand je n'ai plus beaucoup de légumes et qu'un de mes vélos n'est pas parfaitement en état, je tiens à ce que mes 84 vélos soient en état de marche impeccable. Je n'en veux ni un de plus, ni un de moins, mais tous en pleine forme. Parfois donc, je me rends dans un lieu étrange à l'extérieur de la ville. Il s'agit d'un terrain goudronné entouré de grillages. À l'intérieur sont disposés une dizaine de bacs énormes en acier. Les gens vont là-bas en voiture, parfois avec une remorque. Je le sais, j'ai pu épier leur manège une fois en hiver, à la tombée de la nuit, juste avant la fermeture. Ils vident leurs véhicules, jetant dans les conteneurs des objets presque neufs ou qui peuvent encore faire de l'usage, comme des congélateurs, des frigos, des gazinières, des jouets, des fenêtres, des lits, des robinets, des carreaux de céramique, des tuyaux, des vases. La liste est encore longue. Je ne voudrais pas perturber le récit. C'est très impressionnant à voir en tous les cas, un peu dérangeant même. Quand la nuit noire est là, bien accrochée, et que les jeteurs sont rentrés dans leur foyer depuis longtemps déjà, je pédale jusqu'à ce lieu de perdition. J'ai pratiqué un trou dans le grillage, que je referme habilement après mon passage,
au travers duquel je peux me glisser. Je fais semblant de ne pas voir le panneau « Défense d'entrée » quand je pénètre à l'intérieur de ce que je nomme le lieu étrange. J'y vais souvent les nuits de pleine lune. Tout est alors éclairé par la lumière froide que nous renvoie la meilleure amie de la Terre. Ainsi, je peux voir en détail ce qui se trouve dans les bacs. J'ai l'impression d'être au magasin. Je flâne un peu en rêvant au mobilier que je pourrais installer chez moi. Puis je passe aux choses sérieuses. Je me dirige vers le conteneur réservé aux objets métalliques. Je suis souvent venu pour rien, pour ne contempler que des amas de tuyaux, de métaux en tout genre, d'appareils électroménagers fatigués. Parfois, en revanche, je distingue une forme chérie au milieu de la ferraille insipide. Le ou les vélos que je découvre alors ont souvent été recouverts d'objets en tout genre, parfois très lourds. Quand je ne parviens pas à les soulever, la bicyclette me nargue, à la façon d'une grosse mûre pleine de jus et d'ironie, si proche mais pourtant impossible à saisir à cause des ronciers trop importants. D'autres fois, j'y parviens au prix d'un grand effort pour ne récupérer finalement qu'un vélo tout tordu par le poids des objets métalliques qui le recouvraient. En de rares occasions, la bicyclette se trouve sur le dessus du tas, comme déposée avec délicatesse juste avant la fermeture, exprès pour moi. Elle est souvent quelconque, un de ces modèles tout-terrain que je préférerais ne voir sur aucun. Mais ce n'est pas toujours le cas, et je me réjouis, en faisant ce récit, de repenser à ces nuits-là. 1 à 2 fois dans l'année, le vélo qui trône sur le tas de ferraille a tout d'une œuvre d'art. Proche de la merveille absolue, il semble revenu de l'ancien temps, avec son style inimitable. Je le caresse alors un peu des yeux, doucement, tendrement, avant de le remonter, en écoutant en nocturne au piano dans ma tête. Puis je procède au miraculeux sauvetage. Quelle que soit ma découverte, je la fais passer avec moi par le trou du grillage, puis je rentre à la maison en sifflotant sous la lune, le vélo récupéré sur le dos, ou dans le meilleur des cas, roulant à mes côtés, guidé par ma main droite reposant sur le guidon. Imaginons un instant qu'on porte un jugement sur mes actions de sauvetage, en me considérant comme un profiteur, ou pire, comme un voleur. Et je dis cela car je connais les gens, par les romans. Dans cette supposition, je suis tenu d'affirmer qu'on a tort. Est-ce un délit de récupérer ce que quelqu'un d'autre a jeté? Quand Aimé me montre un morceau de bois, par exemple, et qu'il me dit « Si tu la veux cette planche, Miloche, je te la donne. Sinon je la balance. » Si je m'empare de ce morceau de bois, suis-je pour autant un voleur? Je n'ai pas mauvaise conscience, je ne ressens pas le besoin de m'enfuir en courant, et je peux même prendre le temps de fixer la planche sur mon porte-bagages avec un tendeur. Dans le cas du lieu étrange, c'est exactement la même chose. À ce détail près que les gens ne me disent pas « Si tu le veux ce vélo, tu le prends, Miloche », car ils ne me connaissent pas. D'aucuns pourraient s'offenser au nom de la divine économie, de ce que, en récupérant du vieux matériel, je mets des ouvriers au chômage, je plombe le moral des ménages, je participe à la tiers-mondisation de mon beau pays. Là, je tue le débat dans l'œuf. Je n'aime pas les conversations qui s'éternisent dans un but de stérilité. Sans compter que le trop-plein de réalité me donne des palpitations. On tombe parfois sur des émissions radiophoniques qui détraquent la digestion et tournent-boule le transit intellectuel. Pour dire le fond de ma pensée et clôturer le débat, je suis incapable de comprendre pourquoi on protège de manière aussi efficace, par de gros grillages, un endroit où les gens jettent des choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand je rentre chez moi, je vais me coucher, après avoir entreposé le vélo dans ma grange. Le lendemain, après un bon petit déjeuner et ma gymnastique quotidienne, j'enfile mon bleu de travail, puis je vais m'atteler à la mécanique. Je démonte ce qui est encore utilisable, je range tout dans des tiroirs sur lesquels j'ai inscrit le contenu à l'aide d'étiquettes. Pour les éléments trop encombrants comme les roues ou, plus rarement, les cadres, je n'ai pas de tiroir suffisamment grand. J'ai donc prévu plusieurs crochets en métal encastrés dans le mur, auxquels je pends mes découvertes. Tout est très ordonné chez moi, car je ne supporte pas le désordre, qui me perturbe facilement. La nuit suivante, je retourne sur le lieu étrange pour replacer les restes du vélo désossé dans le conteneur des objets métalliques. Je m'y rends invariablement le lendemain de ma découverte, car bien souvent je n'ai démonté ni le cadre, ni les roues,
qui ne me plaisent pas ou bien ont reçu des chocs, ce qui fait que je me retrouve temporairement avec 85 vélos, ou presque. La règle m'impose donc de m'en débarrasser le plus vite possible. Et il faut bien des règles pour la vie en société, si restreinte soit-elle. Je râle bien un peu quand je suis obligé de ramener le squelette de la bicyclette sous la pluie, mais que voulez-vous? Pourtant, tout n'est pas si simple qu'il y paraît, et se pose à moi, parfois, un choix que je qualifierais de cornélien. Quand par chance je tombe sur un de ces vieux vélos que j'affectionne, posé en haut du tas, un de ces fameux miraculés que je fais rouler à mes côtés jusqu'à chez moi, je ne dors pas de la nuit, ou si peu. C'est que je connais par cœur le scénario du lendemain. Lorsque je me retrouve le matin, en pleine lumière, devant cet objet qui peut être magnifique, j'en fais le tour sans rien oser lui ôter. Ce récit ne comportant pas d'image et n'étant pas homme à aimer les descriptions précises des lieux et des choses, je suis dans l'impossibilité d'illustrer la beauté de la découverte. Aussi, je demande à ce qu'on me croie sur parole. Il se dégage parfois de ces machines à pédales une aura considérable. Un peu comme si les âmes des conducteurs successifs s'étaient concentrées à l'intérieur du métal, comme si la liberté totale et les joies simples que chacun a éprouvées sur une bicyclette avaient imprégné chaque élément de la mécanique. Devant ce spectacle, pour commencer, je m'assieds. J'attends d'être sûr d'avoir repris mes esprits, puis je fais le tour de mon parc à vélo, afin de savoir si, éventuellement, je ne pourrais pas me débarrasser de l'un d'eux pour faire entrer le nouveau venu dans la famille à sa place. C'est un crève-cœur, on n'abandonne pas un enfant pour le remplacer par un autre, si beau soit-il. À une occasion, et à une seule, je le confesse, je ne suis pas fier de moi. J'ai commis cette ignominie. Je ne m'en suis jamais vraiment remis. Je revois souvent en rêve mon vélo rouge aux poignées blanches, abandonné comme un vulgaire congélateur, me suppliant au milieu des ferrailles éparpillées de ne pas le laisser là. « S'il te plaît, Miloche, ne fais pas ça !» Ce traumatisme m'a servi de leçon. Aussi, je m'oblige depuis à désosser méticuleusement ma merveille de découverte, en essuyant quelques larmes, en m'excusant sans cesse. Parfois, tombant sur la perle rare, je triche un peu, et ayant démonté chaque élément, je classe avec soin la totalité des pièces en me disant qu'un jour, en cas d'accident d'un de mes bébés, je serai toujours à temps de reconstituer le vélo en kit. Pour évacuer mes tourments, je me confie à Aimé. Il sait trouver les mots qui guérissent. Il me dit que je suis trop sensible, que je ferais mieux de me trouver une femme plutôt que de pleurer sur des carcasses rouillées. Je ris à sa plaisanterie, et je vais mieux. Les amis, ça vous remonte un homme.